Mes parents ont claqué 380 000 € pour le mariage de ma sœur et l'aménagement de sa nouvelle maison, puis ils m'ont envoyé la facture par email. Leur message disait simplement « Paye en une fois ou en plusieurs versements. On apprécie ton aide. » Mes mains tremblaient en fixant l'écran. Mais ensuite, un sourire s'est dessiné sur mon visage, parce que je me suis soudainement souvenu d'un détail crucial, et le lendemain, ils ont eu le choc de leur vie. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. L'email gisait dans ma boîte de réception comme une bombe à retardement. L'objet était trompeusement simple. Frais mariage, important. J'étais en train de boucler un bail commercial, le genre de dossier qui demande des semaines de négociations et des montagnes de paperasse. Mais mon attention a immédiatement basculé sur la notification. Je l'ai ouvert. En pièces jointes, un tableau Excel. Ce n'était pas juste une demande. C'était une facture détaillée. 70 000 € pour les compositions florales, 140 000 pour la rénovation structurelle de la maison de maître à Saint-Cloud, le traiteur, une robe sur mesure, la location d'une voiture de collection. Le grand total en bas était en gras. 392 560 €. Ma mère, Isabelle, avait ajouté une note en bas. Camille, on a mis les acomptes sur nos cartes de crédit. Mais évidemment, on doit solder la balance avant le grand jour. S'il te plaît, règle ça. Paye en une fois ou en plusieurs versements. On apprécie ton aide. Bisous, maman. Pendant un instant, les bruits du bureau se sont estompés. Le ronronnement de la climatisation, le trafic lointain de Paris, le cliquetis du clavier de mon assistante, tout est devenu silencieux. Mes mains ont commencé à trembler. Pas de peur, pas de tristesse. C'était une rage pure et froide qui partait de mon estomac pour se propager jusqu'au bout de mes doigts. Il supposait. Il prenait ça pour acquis. Parce que j'étais l'avocate. Parce que j'étais celle qui était devenue associée à 27 ans. Parce que toute ma vie, j'avais été le filet de sécurité, désigné pour leurs acrobaties financières. Mais soudain, les tremblements ont cessé. J'ai regardé à nouveau la ligne concernant la rénovation de la maison. Réparation structurelle, 724 boulevard de la République. Un souvenir a refait surface. Un document signé il y a 5 ans dans le bureau calme et poussiéreux de ma grand-mère. Le tampon d'un notaire. Un acte de transfert de propriété. Mon père et ma mère ne possédaient pas cette maison. Ma sœur Chloé ne possédait pas cette maison. C'était moi la propriétaire. Un lent sourire s'est étalé sur mon visage. Ce n'était pas un sourire gentil. C'était le genre de sourire qu'un joueur d'échecs arbore quand il voit un échec et mate en 3 coups. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas appelés pour me disputer. Je n'ai pas répondu à l'email par un refus ou un appel à la raison. J'ai fermé le tableau Excel. J'ai ouvert un nouveau document. J'ai tapé 3 mots en haut de la page. Commandement de quitter les lieux. S'ils voulaient jouer à la dinette avec mon argent, ils allaient apprendre exactement qui était le bailleur. Je me suis adossée à mon fauteuil, l'avis d'expulsion brillant sur mon écran, et pour la première fois de la journée, j'ai pris une vraie respiration. Ce n'était pas du soulagement, c'était le calme avant une tempête très spécifique et calculée. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas hésité, pourquoi je n'ai pas ressenti la moindre once de culpabilité à l'idée d'expulser mes propres parents et ma sœur, il faut comprendre le livre de comptes. Tout a commencé quand j'avais 6 ans. Ma sœur Chloé en avait 3. C'était son anniversaire, et mes parents lui ont organisé une extravagance sur le thème des princesses. Un poney, un gâteau château sur mesure, une actrice engagée pour jouer Cendrillon. Je me souviens avoir regardé depuis la porte-fenêtre, portant une robe récupérée qui me serrait sous les bras. Mon propre anniversaire avait eu lieu 2 semaines plus tôt. Nous avions eu un gâteau industriel de supermarché après le dîner. Et mon père, Philippe, s'était plaint du prix des bougies. C'était la norme. En grandissant, le fossé s'est transformé en canyon. Chloé était le soleil, et nous n'étions que des débris piégés dans sa gravité. Elle n'était pas méchante. Pas exactement. Elle était juste, inconsciente. Elle traversait la vie en supposant que les portes s'ouvriraient, que les factures s'évanouiraient, et que l'attention était son droit de naissance. Et mes parents s'assuraient qu'elle ait raison. Ils appelaient ça soutenir ses rêves. J'appelais ça fabriquer de l'impuissance. Pendant que Chloé recevait des kits de démarrage pour influenceuses caméra, ring lights, une voyage à Mykonos pour construire son portfolio, je faisais des doubles services dans une brasserie pour payer ma prépa au concours du barreau.
Quand j'ai été admise à l'école d'avocat, ma mère, Isabelle, a soupiré et m'a demandé si j'étais sûre de vouloir m'endetter autant. On ne peut pas t'aider, Camille. On doit penser au lancement de la marque de Chloé. Alors j'ai assumé la dette. J'ai assumé les semaines de 80 heures. J'ai assumé les nuits blanches, l'addiction à la caféine et la pression écrasante d'être celle qui devait réussir. Parce que personne n'allait me rattraper si je tombais. Pendant ce temps, il célébrait les 10 000 abonnés de Chloé, comme si elle avait gagné un prix Nobel. J'ai fermé les yeux et laissé les souvenirs défiler comme un best-of de négligence. La fois où j'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien, et ils ne sont pas venus parce que Chloé avait une crise avec son autobronzant. La fois où ma voiture est tombée en panne sur l'autoroute à 2 heures du matin, et mon père n'a pas répondu au téléphone, mais a posté une photo de lui et Chloé dans un resto de nuit 10 minutes plus tard. La fois où j'avais besoin d'un garant pour mon premier appartement, et ils ont ri. On est à sec, Camille. Les cours de mannequinat de Chloé ne sont pas donnés. Je suis devenue le fantôme de ma propre famille. Le fantôme responsable. Celle qu'ils appelaient quand ils avaient besoin d'un conseil juridique, d'aide pour une déclaration d'impôt ou d'un petit prêt pour couvrir une facture de carte bleue parce que le marketing coûte cher. Et je donnais, à chaque fois, 500 € par-ci, 1000 par-là. Je tenais un compte mental. Pas de l'argent, mais du coup émotionnel. Les fois où j'ai ravalé ma fierté. Les fois où je les ai laissés me traiter comme un distributeur automatique avec un pouls. J'ai regardé à nouveau la facture sur mon écran. 304, 22 000 €. Ils ne demandaient pas de l'aide. Ils exigeaient un renflouement pour un style de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, bâti sur des fondations d'illusions. Ils pensaient que ma réussite était leur ressource. Ils pensaient que mon travail acharné était leur filet de sécurité. Mais le livre de comptes était plein. La balance était en souffrance. Et j'étais enfin prête à recouvrer la dette. Le fantôme allait devenir très réel. De retour dans mon bureau, le silence n'a pas duré longtemps. Mon téléphone s'est allumé sur le bureau, vibrant contre l'acajou. C'était un bourdonnement rythmique et insistant, comme une guêpe en colère piégée dans un bocal. D'abord, un SMS de mon père, Philippe. « Tu as eu l'email ? On a besoin de l'acompte pour le traiteur avant vendredi. 20 000 €. Ne nous fais pas honte, Camille. » Puis, une avalanche d'émojis de Chloé. OMG, Cam. La maison va être une tuerie pour ma chaîne. Je prévois déjà une série. Révélation-rénovation. Tu peux t'assurer que les entrepreneurs finissent la suite parentale en premier ? J'ai un contrat en attente pour des produits de beauté et j'ai besoin de cet éclairage marbré. J'ai fixé les messages et au lieu de la colère, j'ai ressenti un détachement soudain et clinique. C'était comme examiner un contrat avec une faille fatale. J'ai réalisé que je regardais un exemple parfait de ce que j'appelle les mathématiques du narcissique. Voyez-vous, pour des gens normaux, prendre près de 400 000 € à son enfant ou sa sœur, c'est du vol. C'est de l'exploitation. C'est quelque chose qui vous empêcherait de dormir. Mais, ma famille, ils dormaient comme des bébés. Pourquoi ? Parce que dans leur tête, l'équation est complètement différente. Pour Philippe et Isabelle, je ne suis pas une personne distincte. Je suis un actif. Je suis une action dans laquelle ils ont investi à contre-cœur, minimalement, et qui a enfin pris de la valeur. Ils ne voient pas mon compte en banque comme le mien. Ils le voient comme le trésor familial. Et puisqu'ils sont le conseil d'administration, ils décident comment le trésor est dépensé. Et Chloé ? Chloé est le produit. Elle est l'objet brillant que la famille vend au monde pour prouver que nous sommes prospères, heureux et d'élite. Son bonheur est la seule mesure qui compte. Si le produit a besoin de financement, on pille le trésor. Ce n'est pas personnel, c'est juste du business. Ils croient honnêtement qu'ils me font une faveur en me laissant payer. Dans leur réalité déformée, me permettre de financer la vie de Chloé et ma façon de racheter ma place dans la famille. C'est mon abonnement pour leur amour. Si je paie la facture, je peux être la bonne fille pendant quelques mois. Si je refuse, je suis la traîtresse ingrate qui a oublié d'où elle venait. C'est une boucle logique fermée qui crée une forteresse contre la culpabilité. Ils ne se sentent pas mal parce que, dans leurs calculs, je leur suis redevable. Je leur dois mon existence. Je leur dois le toit qu'ils ont gardé au-dessus de ma tête même s'ils fuyaient. J'ai regardé l'avis d'expulsion que je venais de rédiger. C'était tranchant, légal et absolu. Mais je ne pouvais pas l'envoyer tout de suite. J'avais besoin que tout soit parfait,
J'avais besoin de l'acte de propriété, des documents de transfert originaux de Mamie Colette et de la chronologie de leur rénovation non autorisée. J'avais besoin de les coincer non seulement sur un mensonge, mais sur un crime. Il me fallait du temps. J'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas tapé. Non, je n'ai pas tapé. Vous êtes fou? J'ai tapé. Bien reçu. J'examine les chiffres maintenant. Je vous donnerai une réponse définitive d'ici vendredi. C'était la parfaite non-réponse. Pour eux, examiner les chiffres signifiait que je déplaçais de l'argent pour que ça se fasse. Pour moi, ça signifiait que je chargeais l'arme. Philippe a répondu instantanément avec un emoji pouce levé. Chloé a envoyé un cœur. Il pensait avoir gagné. Il pensait que le distributeur avait craché le cash et que la transaction était terminée. Il n'avait aucune idée que la machine était sur le point d'avaler leur carte. Le jeudi matin, j'ai conduit jusqu'à la maison de maître à Saint-Cloud. J'avais l'estomac noué par l'appréhension. Je savais ce que j'allais trouver. Mais le savoir et le voir sont deux choses très différentes. En me garant le long du trottoir, le bruit des outils électriques perçait l'air calme du quartier bourgeois. Une benne à ordures trônait dans l'allée, débordant déjà de gravats. J'ai monté les marches, enjambant un lustre brisé qui était accroché dans l'entrée depuis 1920. Il était en miettes. À l'intérieur, la dévastation était totale. Une équipe de chantier arrachait les parquets en chêne d'origine, ceux que ma grand-mère avait cirés à la main pendant 40 ans, brisant le bois pour faire place à du stratifié blanc. « Chloé veut que ce soit lumineux », m'avait dit ma mère au téléphone. Plus moderne, plus instagrammable. J'ai trouvé Isabelle dans ce qui était autrefois la salle à manger, tenant un nuancier de couleurs contre un mur qui était en train d'être abattu à la masse. Elle a levé les yeux, agacée par l'interruption, puis a plaqué un sourire sur son visage quand elle a vu que c'était moi. « Ah bien, tu es là ?» a-t-elle dit, sans même dire bonjour. « On a un problème avec l'entrepreneur. Il dit que le recablage électrique va coûter 10 000 € de plus à cause d'une histoire de normes. On a besoin de ta carte bleue. » Elle a tendu la main, paume ouverte, dans l'attente. J'ai regardé sa main, puis la destruction autour de nous. « Où sont les bibliothèques encastrées ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. « Celles en acajou. »« Oh, on les a arrachées hier, » a-t-elle dit avec dédain. Elle rendait la pièce trop sombre. Chloé a besoin d'un open space pour ses vidéos. Elle s'est approchée, envahissant mon espace personnel. « Camille, concentre-toi. La carte bleue. L'entrepreneur attend. J'ai reçu la facture. » ai-je dit. « Oh, ça. » Elle a agité la main. « C'est juste une formalité pour le comptable. Tu sais comment c'est. Mais évidemment, on a besoin que tu gères les paiements réels. On fait ça pour la famille, Camille. Cette maison va être un héritage, un patrimoine, un héritage. » Elle détruisait un siècle d'histoire pour construire un décor pour des danses TikTok, et elle appelait ça un héritage. « Je ne te donnerai pas ma carte bleue, » ai-je dit. Son sourire a vacillé. « Pardon, je ne paie pas pour ça, et je ne paie pas la facture. » Ses yeux se sont plissés. « Ne sois pas difficile. Tu sais qu'on a tout misé là-dessus. Ton père a hypothéqué sa retraite. Si tu ne prends pas le relais, on est à découvert. Tu veux gâcher le mariage de ta sœur? Tu veux nous ruiner ?» Elle essayait de me manipuler en temps réel, réécrivant la réalité pour que son imprudence devienne ma responsabilité. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos. Le lustre brisé, les parquets arrachés, la démolition du mur porteur pour laquelle il n'avait même pas pris la peine de demander un permis. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-elle exigé. « J'ai documenté. » « Documenter quoi ? » ?»« C'est un chantier. C'est une preuve, » ai-je dit doucement. Je me suis retournée et je suis sortie, sa voix montant dans une panique aiguë derrière moi. « Camille, reviens ici. Camille, ne t'avise pas de partir comme ça. » J'ai marché tout droit vers ma voiture. Je ne me suis pas retournée. La démolition de ma maison d'enfance était douloureuse, oui, mais c'était aussi le dernier clou du cercueil. Ils avaient détruit la maison que j'aimais. Maintenant, j'allais la reprendre. J'ai conduit jusqu'à mon bureau dans une transe de détermination froide. Le chaos du chantier avait été viscéral. Mais la véritable arme n'était pas un marteau. C'était du papier. J'ai déverrouillé mon classeur et sorti l'épais dossier étiqueté « Donation Mamie Colette, donation entre vifs ».
Les documents à l'intérieur étaient nets, officiels et dévastateurs. Il y a 5 ans, ma grand-mère Colette m'avait appelée. Elle se mourait d'un cancer. Mais son esprit était tranchant comme un diamant. Elle avait vu Philippe dilapider la fortune familiale dans des actions sûres. « Je ne le laisserai pas jouer la maison de mon père au casino », m'avait-elle dit, sa voix frêle mais féroce. « Je te transfère l'acte de propriété maintenant, Camille. De mon vivant. Philippe pensera en avoir hérité quand je mourrai, mais légalement, elle sera déjà à toi. Nous avions fait ça discrètement. Une donation entre vifs, contournant totalement la succession classique. Philippe et Isabelle n'avaient jamais pris la peine de vérifier le cadastre ou le registre des hypothèques parce qu'ils étaient trop occupés à dépenser l'argent de l'assurance vie dans des vacances à Bora Bora. J'ai étalé les documents sur mon bureau. L'acte notarié, signé et tamponné. Le relevé de propriété, me listant comme seul propriétaire. Mais en révisant le dossier, j'ai trouvé autre chose. Une notification du bureau des hypothèques datée d'il y a 6 mois. Une inscription de privilège. J'ai froncé les sourcils et je me suis connectée à la base de données. Mon cœur martelait mes côtes. Philippe avait souscrit un prêt hypothécaire de 180 000 € sur la maison de Saint-Cloud pour payer les acomptes du mariage. Mais comment? Il ne possédait pas la maison. J'ai sorti l'image de la demande de prêt. Là en bas, il y avait une signature. Ma grand-mère était morte depuis 4 ans. Philippe avait imité la signature d'une morte pour contracter un prêt sur une maison qu'il ne possédait pas. L'air dans mon bureau a semblé chuter de 10 degrés. Ce n'était plus juste un sentiment de droit divin. Ce n'était plus juste être de mauvais parents. C'était une fraude hypothécaire, un faux et usage de faux. Il avait hypothéqué ma propriété en utilisant une signature falsifiée pour payer les fleurs de Chloé. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un huissier de justice que j'utilisais pour les expulsions difficiles. « J'ai besoin d'une intervention urgente », ai-je dit. « Demain soir. Dans un château près de Bordeaux. Un dîner de répétition. » Puis j'ai commencé à rédiger. Pas juste un avis d'expulsion. Une mise en demeure de cesser tous travaux, une notification de charges frauduleuses et une copie de l'acte de transfert original. J'ai tout mis dans une épaisse enveloppe couleur crème. On aurait dit un cadeau de mariage. Ça allait être le cadeau le plus cher qu'ils aient jamais reçu. Le vendredi soir, j'ai conduit jusqu'au vignoble bordelais. L'air était lourd d'odeur de vin et de parfums coûteux. Le dîner de répétition se tenait dans un domaine privé, surplombant la vallée, le genre d'endroit qui se loue 20 000 € la soirée. Je n'avais pas d'invitation. Je n'en avais pas besoin. Je suis arrivée juste au coucher du soleil, qui jetait une lueur dorée sur les tables dressées de porcelaine fine et de cristal. Ma sœur Chloé était radieuse dans sa soie blanche, riant à quelque chose qu'une demoiselle d'honneur avait dit. Mes parents tenaient court, trinquant, jouant le rôle de bienfaiteur bienveillant. Je suis entrée, flanquée de 2 hommes en costume sombre. Le brouhaha s'est éteint alors que j'approchais de la table d'honneur. Le sourire de ma mère a vacillé. « Camille, qu'est-ce que tu fais là? Tu gâches l'esthétique. »« Je ne suis pas là pour l'esthétique, » ai-je dit, ma voix tranchant le silence. « Je suis là pour le loyer. » J'ai fait un signe de tête à l'huissier, qui s'est avancé et a placé l'épaisse enveloppe devant Philippe. « C'est quoi ça ?» a-t-il exigé, son visage devenant écarlate. « C'est le chèque. Ouvre-le. » Il a déchiré l'enveloppe. En sortant les documents, sa confusion s'est transformée en choc, puis en pure terreur. Commandement de quitter les lieux. Hâté, il lut à haute voix, la voix tremblante. Mise en demeure. Acte de propriété. Il a levé les yeux vers moi, les yeux écarquillés. Tu ne peux pas posséder la maison. Maman me l'a laissée. Vérifie la date, papa. Ai-je dit. Mamie me l'a transférée 5 ans avant sa mort. Parce qu'elle savait. Savait quoi? A hurlé Isabelle. Qu'est-ce qui se passe? Elle savait que tu la jouerais au casino, ai-je dit. Tout comme tu as joué ta retraite. Tout comme tu as joué mon fonds pour les études. Puis j'ai pointé le 2e document. Et elle n'a certainement pas signé cette demande de prêt il y a 6 mois. N'est-ce pas, Philippe? Le sang a quitté son visage. Les invités chuchotaient maintenant. Chloé avait l'air sur le point de s'évanouir. Tu as imité la signature d'une morte pour prendre un prêt sur une maison qui ne t'appartenait pas, ai-je dit, assez fort pour que les tables du fond entendent. C'est de la fraude hypothécaire. C'est du faux et usage de faux. C'est criminel. Tu gâches mon mariage, a crié Chloé fondant en larmes. Je ne te fais rien du tout, ai-je dit calmement.
Eux, par contre, ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'avaient pas sur une maison qu'ils ne possédaient pas. J'ai regardé mes parents. Ils semblaient minuscules maintenant. L'arrogance avait disparu, remplacée par la peur désespérée et viscérale des gens qui se sont fait prendre. Le mariage est annulé, ai-je dit. Et vous avez 30 jours pour vider ma propriété. Si vous n'êtes pas parti, les prochaines personnes à frapper à votre porte ne seront pas des huissiers, ce sera la police. Je me suis retournée et je suis partie. Je n'ai pas regardé le chaos derrière moi. Je n'ai pas regardé la ruine. J'ai marché vers ma voiture. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie complètement, effroyablement libre. 30 jours plus tard, je me tenais sur le perron du 724 boulevard de la République. L'air était vif, et le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le quartier. La maison était silencieuse. L'expulsion avait été exécutée. Philippe et Isabelle avaient entassé leurs affaires dans un camion de location, sous la supervision de la police. Ils vivaient maintenant dans un 2 pièces à Melun, leur statut social en ruine. Les allégations de fraude avaient fait la une des journaux locaux, et la carrière d'influenceuse de Chloé avait implosé dès que la vérité avait éclaté. Il s'avère que les marques n'aiment pas s'associer à des gens qui financent leur train de vie par l'abus de faiblesse et la fraude bancaire. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, et je suis entrée. L'odeur de sciure flottait encore dans l'air, un fantôme de leur tentative de rénovation. Les parquets étaient endommagés. Oui, les murs étaient marqués, mais la structure était solide. J'ai marché à travers les pièces vides, mes pas résonnant contre le sous-plancher nu. Je suis allée dans la salle à manger, où Isabelle avait exigé ma carte bleue. Je suis allée dans le salon où ma grand-mère avait l'habitude de me faire la lecture. Je m'attendais à me sentir seule. Je m'attendais à sentir le poids du silence. Mais non, je me sentais légère. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer sans un poids sur la poitrine. Je n'étais plus le distributeur automatique. Je n'étais plus le filet de sécurité. Je n'étais plus le fantôme. J'étais la propriétaire. Je suis retournée dans l'entrée et je me suis assise sur la première marche de l'escalier. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro. « Bonjour, c'est l'entreprise Rénova ? C'est Camille. J'aimerais planifier un devis. J'ai une maison de maître qui a besoin d'amour. Et je veux faire ça bien. Matériaux d'origine. Respect de l'histoire. » J'ai raccroché et regardé autour de moi. Cette maison n'était pas juste un bâtiment. C'était un symbole. C'était la preuve que le mérite gagne. C'était la preuve qu'on ne peut pas bâtir un héritage sur des mensonges. Et maintenant, j'allais la reconstruire. À ma façon. Pour moi. Parfois, la chose la plus chère que vous puissiez acheter est votre propre liberté. Avez-vous déjà dû payer pour sortir d'une relation toxique ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et si vous croyez qu'il faut savoir se défendre, cliquez sur le bouton « J'aime »